Bonsoir à tous. Quel est l'état de la justice belge et de la justice bruxelloise en particulier? C'est le débat que nous allons vous proposer ce soir. Alors qu'on sonne la mobilisation générale contre le trafic de drogue, la justice a-t-elle les moyens de faire face à cette menace? Faut-il poursuivre les consommateurs et pas seulement les dealers? S'agit-il d'une question budgétaire ou faut-il repenser notre système judiciaire de manière plus large? La réforme du code pénal qui vient d'être adoptée au Parlement va-t-elle dans le bon sens? Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder ce soir pendant 23 minutes. Voilà, et pour répondre sur le plateau de Plus d'Actu, nous accueillons Michel Claes. Bonjour. Bonjour. Vous avez été avocat et puis vous avez été juge d'instruction, spécialisé notamment dans les affaires financières. Et vous êtes désormais en politique puisque vous êtes candidat aux élections de juin prochain à la Chambre pour le parti Défi. Et puis face à vous, Luc Hénard. Bonjour également. Bonjour. Vous avez été président du tribunal de première instance de Bruxelles et vous serez candidat aux élections européennes pour le parti socialiste. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce débat. Avant de vous entendre, comme chaque soir, un reportage tiré de nos archives. On va remonter au 15 février. La région bruxelloise commençait à ce moment-là à être la cible de fusillades à répétition sur fond de trafic de drogue. Et ce jour-là, donc, la ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice tenaient une conférence de presse. Jean-Christophe Peuzès y était. Un dealer présumé abattu hier au petit matin à Saint-Gilles et un bourgmestre qui se dit démuni face à cette guerre des gangs liée au trafic de drogue et qui appelle à un renforcement de l'appareil judiciaire pour endiguer ce fléau. Réponse aujourd'hui du ministre de la Justice qui affirme avoir pris les choses en main. Depuis novembre, il y a une augmentation de 8 magistrats et de 5 juristes. Et donc la semaine à venir, on va encore recruter 15 juristes. On a renforcé le parquet et donc il y a une garantie de la part du parquet. Chaque dealer, oui, sera poursuivi. Demande également d'une présence policière fédérale plus importante. Interpellée, la ministre de l'Intérieur répond que des effectifs sont déjà mis à disposition de la région bruxelloise via le plan Canal et que la région dispose de moyens financiers fédéraux. 50 millions d'euros est donné à la région Bruxelles-Capitale chaque année pour la coordination de la politique de sécurité. Mais c'est vrai que on va encore être à l'appui, par exemple, avec la police judiciaire fédérale qui entame les enquêtes par rapport à la criminalité organisée. Et donc, moi, je me sens également responsable, mais je trouve que tous les responsables, tous les gens qui ont une responsabilité par rapport à la sécurité doivent l'utiliser à 100%. 67 nouveaux inspecteurs ont été engagés à la police judiciaire de Bruxelles et celle des chemins de fer a également été renforcée. La police fédérale qui dit avoir consacré en 2023 près de 25% de ses capacités d'enquête à des dossiers portant sur la criminalité organisée liée à la drogue. La police fédérale a des résultats en la matière. Donc dépassé, non. Bien occupé, certainement. Et encore mobilisé pour améliorer quelque part notre action. Ça, on doit le faire, mais surtout le faire ensemble, je crois. Les deux ministres appellent en effet tous les niveaux de pouvoir à prendre leurs responsabilités. La seule solution, disent-ils, pour lutter efficacement contre ce phénomène. Voilà, donc reportage qui date bien du mois de février. Et puis il y a eu hier une sorte de réponse ou une sorte de suite avec le comité régional de sécurité. On y reviendra tout à l'heure. D'abord, Luc Hénard, est-ce qu'on peut dire que la justice et la police ont été les grandes oubliées, notamment en termes budgétaires, de cette dernière législature? Vous diriez ça? Non. Je pense que ce qui s'est passé, il y a une législature, le gouvernement Michel a réduit de 10% le budget. C'était valable pour l'ensemble des services publics et la justice a subi cette restriction. Le dernier gouvernement a rétabli la situation. Le problème est de savoir si cela suffisait. C'est déjà un pas dans le bon sens. Maintenant, on reviendra sans doute sur la question des moyens dans un instant. Je suis de ceux qui pensent que des moyens, il ne faut pas toujours plus de moyens. Il devient urgent de bien les dédier, c'est-à-dire les cibler, sans quoi, eh bien, ce sera un tonneau sans fond. Ouais, alors on y reviendra peut-être tout à l'heure. On a entendu le ministre de la Justice qui annonçait des renforts. C'était au mois de février. Ils sont
en train d'arriver progressivement, ces renforts, Michel Claes. Il y a eu un déclic dans le chef du ministre de la Justice. On est en train de se rendre compte qu'on doit renforcer la justice, et notamment la justice bruxelloise. Il y a un problème spécifique à Bruxelles ou pas? Le problème n'est pas spécifique à Bruxelles. Il y a eu autant de violence à Anvers comme il y en a dans les autres villes d'Europe. C'est un problème tout à fait général auquel nous sommes confrontés par la montée en puissance des organisations criminelles. Par contre, à Bruxelles, là, nous y sommes, et c'est particulièrement visible à partir du moment où les gens se tirent dessus dans les rues. Et quelle chance qu'il n'y ait pas, je dirais, une personne qui n'a rien à voir là-dedans, une mère de famille, qui ne soit pas atteinte avec son enfant par une balle. C'est un risque majeur qui est encouru. Maintenant, une balle perdue, ça c'est un risque évident, alors je ne pense pas que ça va s'arrêter. Il y a eu un déclic qui s'est fait, mais le déclic qui vient parce que là, la situation devient non seulement ingérable. Vous avez vu M. Spinette, qui a amené notamment les caméramans aussi dans les parcs qui entourent notamment la Porte de Halle. Vous voyez les seringues par terre, et puis les vidéos qui montrent jusqu'à 40 personnes qui viennent dîner à la place Bethléem. Écoutez, il y a un problème tout à fait général, mais qui existe depuis des années et qui n'a jamais été pris en compte. Quand le ministre de la Justice dit dans ce reportage de Jean-Christophe Peuzès que chaque dealer sera poursuivi, ça sous-entend que ça n'a pas toujours été le cas dans un passé récent ? C'est un effet d'annonce, c'est un propos qui n'a pas de sens. Il est inimaginable que chaque dealer soit poursuivi. Vous imaginez que s'il fallait prévoir un nombre de policiers, et bien sûr des magistrats, puisqu'il faut quand même les juger pour chaque dealer, eh bien je pense que ça, c'est mission impossible. Ça veut dire quoi, Luc Hénin ? Ça veut dire qu'on doit se contenter des gros poissons ? Mais il faut faire de la politique criminelle. Une politique criminelle, cela veut dire qu'il faut décider des sujets importants. Jamais on n'arrivera, et c'est régulièrement pour la justice, et de manière générale pour les pouvoirs publics, à résoudre tout. Ça, c'est de l'illusion. Ce qu'il faut faire, c'est faire des choix stratégiques pertinents pour lutter contre la criminalité, qu'elle soit en matière de drogue, qu'elle soit en matière financière ou autre. Oui, Michel, vous êtes d'accord avec ça ? Ça veut dire qu'on doit cibler, prioriser et oublier une partie des délinquants ? Ce n'est pas une question de les oublier, bien entendu. En réalité, les prioriser, mais c'est déjà le cas. Vous devez distinguer le tout petit dealer, lui, qui est en séjour illégal, qui est dans une situation sociale épouvantable, qu'il faudrait voir d'un point de vue plus social que dans la répression judiciaire. Et puis, vous avez effectivement les grands patrons, les patrons violents. Et le problème qui se pose, et c'est, disons, plutôt mon approche de l'attaque, ne doit pas non seulement se concevoir par rapport à une sécurité dans les rues, mais elle doit se concevoir en attaquant la tête de l'organisation criminelle par rapport à ceux qui bénéficient des milliards et des milliards qui sont engrangés par chaque année des produits de narcotrafic, qui rendent du narcotrafic. Alors, dans notre actualité immédiate, il y a eu donc hier la présentation d'une stratégie régionale bruxelloise qui va passer notamment par la création de ce qu'on appelle maintenant les hotspots. Et parmi les mesures annoncées par les membres du comité régional de sécurité, il pourrait y avoir la pénalisation des consommateurs qui se rendent dans ces fameux hotspots pour acheter de la drogue, à qui on pourrait appliquer demain des sanctions administratives. Alors, punir les acheteurs, est-ce vraiment une bonne idée ? On va écouter ce qu'en disait hier matin sur notre antenne Jean Spinette. Il faut le faire, en fait, sur ces hotspots. Il faut inviter les clients à être responsables par rapport aux conséquences de leur comportement. C'est clair que si vous vous fournissez et que vous avez des gens qui sont prêts à risquer leur vie, à se tirer les uns sur les autres pour maintenir un point de vente au détriment de la vie du quartier, le quartier est assez solidaire. Il y a quelque chose de positif là derrière qui soutient les forces de l'ordre. Il faut que les clients aillent voir ailleurs. Ouais, c'est pas le risque de juste déplacer le trafic et la criminalité. Alors là, la question du déplacement, c'est une question de bouteille à encre. On m'a dit que je faisais du soufisme quand je faisais ça. Moi, je veux bien. On ne peut pas déplacer. Alors, on doit les garder. C'est intéressant. Moi, je veux bien partager. Parce qu'on ne peut pas déplacer. Monsieur Spinette, vous ne pouvez pas déplacer le problème. Alors, je vais le garder chez nous. Non. Michel Claes, est-ce qu'on doit poursuivre les acheteurs, les consommateurs ? On comprend l'idée, on se dit on va essayer de rendre le marché plus compliqué, on va jouer sur la demande et finalement on réussira à réduire l'offre. C'est une bonne idée, une bonne stratégie ou pas ? Mais un préalable, c'est que les consommateurs disent qu'ils n'ont jamais eu aussi facile à s'approvisionner. C'est une première chose. Ensuite, je dirais qu'il y a consommateurs et consommateurs. Alors, il y a d'abord des gens qui sont pris de pathologies épouvantables, qui sont des problèmes individuels d'ordre psychologique. Il y a des personnes qui sont socialement à la dérive et qui vont croire qu'ils vont retrouver une forme de paradis par la consommation. Et puis, il y a une consommation plus futile qui est dans un milieu je dirais, agréable. C'est surtout la cocaïne qui est visée en cela. Alors là, je pense que ce sont ces consommateurs-là qu'il faudrait évidemment viser. Mais je rappelle tout de même que la détention de stupéfiants reste une infraction pénale. Il existe actuellement des tolérance, entre guillemets, mais c'est une infraction pénale. Directive des procureurs généraux. Mais il y a quand même une petite ambiguïté dans le discours politique, parce qu'on nous vante très régulièrement le modèle portugais,
qui est basé notamment sur une dépénalisation de la consommation, pour mettre l'accent effectivement sur le trafic et sur des mesures d'accompagnement médical et social. Visiblement, quand on veut pénaliser le consommateur dans le hotspot, on n'est plus dans le modèle portugais. Non, c'est un autre débat. C'est quoi votre modèle, vous? Alors moi, mon modèle, il est plutôt portugais, et en tout cas pour le cannabis. Je suis tout à fait favorable à une modification profonde, mais pas une libéralisation pure et simple, mais plutôt dans un modèle dans lequel une récupération étatique de la vente et surtout de rendre le produit pur. Vous imaginez, en termes de santé publique, les catastrophes des produits coupés, ce que cela représente, mais en même temps que le bénéfice aille à l'État sous un contrôle, évidemment, par exemple, dans une vente en pharmacie, avec une production réglée par l'État. Dépénaliser le cannabis, si j'ai bien lu le programme du Parti Socialiste, ça y figure, Luc Hénard. Absolument. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Michel Claes? Absolument. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, puisque ma position diffère en ce qui concerne la consommation. Je crois qu'on se trompe en fait de débat en voulant sanctionner les consommateurs. Monsieur Spinette le disait, le consommateur, et singulièrement le consommateur qui a les moyens. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer. Et donc je crois que ce qu'il faut faire, c'est, et je suis un partisan inconditionnel de la dépénalisation, ça ne veut pas dire qu'on doit pouvoir laisser aller les choses. Pour tous les stupéfiants, et je suis même d'avis qu'il faut oser la réflexion pour tous les stupéfiants. Le Portugal l'a fait avec des résultats qui sont intéressants. Et je crois que c'est une manière de casser, et M. Claes le dit, ce sont des milliards qui circulent, mais c'est évidemment les trafiquants, ceux qui gèrent tout ce trafic, qui font un argent bête avec ça. Mais ce qu'il y a, le consommateur ou le petit, entre guillemets, dealer sur les coins de la rue, c'est souvent la misère. On est dans un niveau qu'on n'imagine pas, et lui comme moi, nous avons été juges d'instruction, et quand on voit ceux qui défilent devant nous, eh bien, on a souvent ce constat de dire mais qu'est-ce que l'on fait là? Et donc, je crois, et là nous nous rejoignons, c'est fondamentalement un problème de santé publique. Il faut l'aborder de cette façon-là. Et bien évidemment... Aujourd'hui, on a des fusillades dans Bruxelles. C'est ce que vous répondent les bourgmestres. Jean Spinette, il est socialiste, donc théoriquement proche de vos idées maintenant. Lui, il demande ces hotspots, il demande la pénalisation des consommateurs. Fabrice Kuhn, socialiste aussi, le demande. Mais c'est une opinion que je ne partage pas, et je m'exprime bien évidemment au travers de l'expérience qui est la mienne. J'ai évoqué mon travail comme juge d'instruction, je pourrais évoquer mon travail comme président du tribunal. Eh bien, c'est une réponse qui ne me paraît pas adéquate, et la loi a 100 ans, et quand on voit le résultat aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi grave que maintenant. Donc changeons, je pense, de mode de réflexion. Michel Claes, ces hotspots, zone où on concentrerait l'action de la police, en l'autorisant la police à mener des contrôles de manière intensive, des contrôles d'identité de manière intensive, sans qu'il y ait de motif pour le contrôle d'identité, où on pourrait interdire de séjour, entre guillemets, des personnes déjà identifiées, un peu comme on interdit les hooligans d'aller au stade. C'est une bonne idée, la fin justifie les moyens, ou on joue avec le feu, là? Je crains qu'on joue avec le feu pour de multiples raisons. D'abord parce que ça ne va pas être possible en termes de moyens policiers dans un premier temps. Ensuite parce que l'arbitraire, le choix des personnes contrôlées, c'est une chose épouvantable. Vous savez, la population ressent de temps en temps aussi ce qu'on appelle le délit de sale gueule. Et finalement, dans ce genre de situation, je crains un petit peu qu'on déborde à nouveau vers ce genre de situation. Par contre, qu'il y ait une action forte en termes de répression, cela va évidemment de soi, mais dans la mesure où il faut utiliser actuellement les moyens légaux pour le faire et d'une manière extrêmement stricte, aussi vérifier les lieux de consommation en mettant tout simplement, ce qui n'existe pas maintenant, des caméras. Il n'y a pas dans les grandes places de Bethléem et autres, il n'y a pas de caméras, et surveillez cela. Et vous imaginez un petit peu dans quelle situation on se trouve. Je vois Luc Hénard tiquer. Il existe, oui, on a filmé d'ailleurs quelques deals, mais il y a des tas de coins où il n'y a pas la possibilité de le faire. Par contre, là, c'est repérer, en réalité, quelles sont les personnes qui dirigent le deal. Et c'est là qu'il faut frapper. Luc Hénard, rapidement. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il y ait des caméras, certes, mais les caméras, ce sont des instruments. Ce dont je pense beaucoup de gens ont besoin, c'est un encadrement humain. Il est impératif que si demain
on encadre les personnes concernées, qu'elles soient consommatrices, qu'elles soient vendresses, eh bien, je pense qu'on aura fait un pas en avant. Ici, c'est l'isolement, et dans l'isolement, eh bien, on voit où ça peut mener. Alors, on va revenir sur la question des budgets, si vous voulez bien. Lors du dernier contrôle budgétaire, le gouvernement actuel, celui d'Alexandre De Croo, a débloqué 100 millions de plus pour la justice et la police. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin dans les années à venir? On écoute Valérie Glatini. Elle sera tête de liste pour le mouvement réformateur aux élections législatives de juin prochain. Moi, je suis pour un véritable électrochoc en la matière et je n'ai pas de tabou par rapport au budget. Donc, je pense qu'en effet, il faudra probablement renforcer le budget au niveau de la justice et de la police. Quand on voit les masses, on voit que sur 200 milliards de dépenses de l'État, eh bien, il y en a 2,7% qui sont pour les fonctions régaliennes, c'est-à-dire la justice et la police. Et donc, il y a probablement une marge d'augmentation pour avoir plus de bleu dans les rues. Il faudra faire des efforts pendant les prochaines législatures. Je vais me tourner vers Michel Claes pour commencer. On est dans la campagne électorale. Il faudrait 1 milliard de plus pour la justice d'ici 2030. C'est ce qu'ont annoncé les engagés. Autre partie de centre droit. Vous allez surenchérir? Il n'y a pas de surenchère puisque c'est déjà dans le programme de défi. Ouais. Et nous avons surenchéri d'un petit peu plus. Mais bon, le programme du budget justice est quelque chose d'extrêmement délicat parce que, pour ma part, c'est un sous-financement qu'il faut constater. Il est là. Le sous-financement, c'est par rapport à la catastrophe que nous vivons en termes d'institutions. On n'ose même plus parler de pouvoir judiciaire. Il en est de même pour les prisons. Il ne faut pas oublier que les prisons, ça fait partie du budget. Vous voulez combien? Donc plus d'1 milliard, et ça doit servir à quoi? C'est rénover les prisons, créer de nouvelles places, recruter des magistrats, numériser la justice. Mais voilà, vous avez exactement déjà cité, en tout cas, tout ce qui est déjà prévu dans le programme. Et ajouter, bien entendu, et cela va de soi aussi, un refinancement de la police. La police fédérale, dit M. Snook, est en faillite. Donc il s'agirait tout de même aussi, quand on parle de mettre des policiers fédéraux pour lutter contre la drogue, non, c'est pas là comme ça de nouveaux policiers qu'on prend, mais on les déplace. Donc en réalité, ce qu'il faudrait, c'est bien entendu renforcer les cadres et surtout, bien entendu, toute la puissance informatique dont on dispose. Il faut créer une armée informatique pour lutter contre ces phénomènes. Ouais. Luc Hénard, vous nous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit un puits sans fond, il faut aussi qu'on investisse bien et de manière intelligente. On doit investir dans quoi de manière prioritaire? Qu'est-ce qu'on doit envisager comme réforme? Il y a d'abord un état de la question, un état des lieux qu'il faut impérativement faire. Je crois qu'il y a, et je suis un ancien président de tribunal, donc je parle en connaissance de cause, je crois qu'il y a beaucoup d'argent dédié à la justice qui sont mal orientés. Ouais, l'usage que l'on fait est, à mon avis, pas bon. Un exemple, il parlait de la numérisation. Bon, j'en parle à l'aise, nous l'avons mis en place il y a déjà bien longtemps. Mais ce qu'on a fait, on l'a fait de manière tellement artisanale qu'en réalité, on a dépensé énormément d'argent et nous sommes toujours avec un problème. À l'époque, j'ai défendu l'idée qu'il fallait une vision plus globale pour que notamment les services de police, les services judiciaires puissent avoir des communications aisées. Encore aujourd'hui, ce problème n'est pas réglé. Donc la numérisation, elle a été un peu ratée, si je vous comprends bien. La numérisation, la manière dont elle a été faite, elle a, à mon avis, clairement été ratée. Mais il y a encore un autre sujet. Je dois bien constater que... je le dis et je le répète inlassablement, il y a aussi dans notre domaine beaucoup de métiers inutiles. Je répète inlassablement, on a créé des institutions qui ont des programmes, qui réfléchissent à la manière pertinente dont on va travailler, et je parle notamment du Collège des cours et tribunaux. Eh bien, s'il y a bien un bidule qui ne sert à rien, à mes yeux, c'est ça. Or, ça coûte cher. Ça coûte cher et il n'y a pas de plus-value. J'en parle à l'aise puisqu'il a été créé il y a 10 ans. J'aimerais qu'on fasse aujourd'hui l'audit de ce que tout cela a coûté. D'accord, Michel Claes, on peut supprimer ce collège des cours et tribunaux? Moi, je ne dirais pas qu'on peut le supprimer. Je voudrais d'abord, en ce qui me concerne, le comprendre, parce qu'il existe quand même une approche du travail du collège des cours et tribunaux qui est relativement difficile dans la mesure où je trouve qu'il manque quand même de transparence. Par contre, il y a des problèmes qui sont tout à fait spécifiques au collège des cours et tribunaux, notamment la sous-représentation de Bruxelles. Rien que ça mériterait déjà un changement radical. Je voudrais vous entendre l'un et l'autre sur notre philosophie ou notre stratégie judiciaire. On vient d'adopter un nouveau code pénal à la Chambre.
Si j'ai bien compris la philosophie de ce code pénal, c'est de dire que pour les petites peines, en tout cas, on estime que la peine de prison, ça doit plutôt être l'exception. C'est ce qu'on va prendre en dernier recours. On réserve ça pour les délits les plus importants. Alors qu'on avait un ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, qui jusqu'il y a quelques mois, jusqu'à sa démission, disait non, toutes les peines de prison ferme doivent être purgées. C'est quoi votre philosophie? La prison, c'est la sanction, c'est utile, ou la prison, c'est le dernier recours, on le fait que s'il n'y a pas de peine alternative suffisante? Luc Hénard. Mais la prison, et on le dit depuis bien longtemps, n'est pas une solution. On crée, et le ministre était très fier d'encore avoir mis la première pierre pour une nouvelle prison. Vous en créez une, eh bien, elle se remplit. Donc on doit réfléchir à autre chose. Je crois qu'il faut réfléchir à autre chose. Et l'idée de supprimer les peines de prison, c'était le projet pour le code pénal. Je vous rappelle tout de même que les auteurs et les experts qui sont intervenus en la matière ont claqué la porte parce qu'en réalité, ils avaient le sentiment que l'idée était sans doute belle, mais ce n'est pas tout à fait ce que l'on trouve aujourd'hui. On aurait pu aller plus loin. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin et d'être plus clair en disant on supprime cette peine de manière claire. On ne dit pas, parce que le système aujourd'hui modalise en fait par les différents niveaux encore et des possibilités d'envoyer à la prison. Alors expliquez-moi, vous avez un projet qui veut diminuer les peines de prison. Le constat, c'est qu'on exécute les petites peines de prison. Plus grave encore à mes yeux, c'est qu'on vient de remettre en place la procédure accélérée qui contraint le passage par la prison, même pour les faits les plus je dirais, ou les moins graves. Il y a un peu d'incohérence, si je vous comprends bien. Vous êtes fort gentil, c'est totalement incohérent. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais c'est-à-dire que le nouveau code pénal va dans ce sens, et c'est tout à fait normal, parce que la société va dans ce sens également. Nous avons une aggravation de criminalité, nous avons aussi une modification dans nos propres comportements. Il y a évidemment ce phénomène, le nouveau code pénal repense la prison et son importance, et là, c'est tout à fait, évidemment, positif pour moi. Mais on garde la prison pour les peines les plus importantes. Les peines les plus importantes, il y a effectivement, vous savez, on ne peut supprimer les prisons que le jour où on a supprimé le crime. Hein. Par contre, il y a une chose dont on parle peu, c'est la réinsertion. Et là, nous avons, par contre, nous péchons dans notre système judiciaire par un manque véritable de moyens qui se permettent aux détenus, quand ils sortent, de bénéficier d'une réinsertion et de retrouver une place digne de ce nom dans la société. Ça ne sert à rien de transformer les gens en bêtes sauvages en prison s'il n'y a pas un programme de réinsertion. Il faut envisager les deux doivent aller de pair. Alors, on arrive à la fin de cette émission. J'ai une question à laquelle vous allez répondre chacun. On vous propose d'être ministre de la Justice, vous acceptez? Non. Non. Pourquoi? Vous savez, moi je préfère le travail. Je disais toujours, je reprenais la phrase de ce grand Européen qui disait il y a deux sortes de gens, il parlait de la politique. Il y a ceux qui veulent faire quelque chose et ceux qui veulent être quelqu'un. Moi je veux faire quelque chose. Luc Hénard, vous proposez de ministre de la Justice, vous acceptez? Bien sûr, bien sûr. Pour faire quoi? Et j'en ai jamais fait de mystère. Eh bien, c'est pour emmener une réflexion pour que notre justice soit efficace, et je crois vraiment qu'il y a moyen de l'être. Je vous rappelle que j'ai été président du tribunal pendant 12 ans. J'ai accompli avec les collègues des avancées tout à fait significatives. Eh bien, si demain je suis ministre de la Justice, c'est ça que je mettrai en œuvre. Merci. Luc Hénard, candidat donc pour le Parti Socialiste. Michel Claes, candidat pour Défi. Merci d'avoir participé à ce débat. On parlera encore de justice, de sécurité, de trafic de drogue, de hotspot demain dans notre matinale. On recevra notamment Christos Zoulkéridis, bourgmestre d'Ixelles, et un représentant des comités de quartier qui s'inquiètent pour leur sécurité. Et puis demain soir, dans Plus d'actu, on vous proposera un débat avec Gaëtan Van Gonsenhoven et Marc-Jean Gaïssels. Merci d'avoir été là. Continuez à bien vous informer. À demain.